Si vous êtes à jour dans Chainsaw Man, je pense que la phrase qui va résumer votre avis sur ce qu'il se passe sera sûrement quelque chose du genre « je ne suis pas heureux ». Encore une fois, l'auteur Fujimoto aura fait du Fujimoto. Il faut se dire que c'est le seul manga avec lequel on peut se rappeler les traumatismes qu'il nous aura fait vivre sans même spoiler les personnes qui n'ont pas encore eu le malheur de les connaître. Vu que si je vous dis bataille de boules de neige ou gâteau d'anniversaire, normalement ça rappellera de mauvais souvenirs à certains. Et bien désormais on pourra rajouter les sushis. Dans le fond, ces horribles émotions négatives, c'est un peu ce qu'on cherche dans Chainsaw Man. C'est pas un fan de Jujutsu Kaisen comme moi qui viendra dire le contraire. Mais tout comme son collègue, plus sa popularité grandit, plus les critiques se multiplient sur l'état actuel de sa publication, et pas forcément de manière injustifiée. Que ce soit le style de dessin si particulier, devenu horrible, ou Denji qui ne semble pas évoluer, restant une caricature de lui-même, donnant aussi la référence à Evangelion qu'on n'aurait vraiment pas souhaité voir. Mais aujourd'hui, on va faire face. On va se plonger dans les pires aspects de l'œuvre de Tatsuki Fujimoto que les gens appellent la partie 2. Je préviens tout de suite, ça va spoiler sévère. Après c'est dans le titre donc je pense que vous vous en doutiez un peu. J'avais dit dans une précédente vidéo qu'il faut voir la structure de Chainsaw Man comme une sorte de film de super-héros. Sauf que là, avant de revenir sur notre jeune justicier, il faut d'abord introduire son némésis, son rival, son sidekick et possiblement son love interest. Je ne vous parle pas de plusieurs personnages mais bel et bien d'un seul. Asa Mitaka aura une introduction intéressante. Plutôt misanthrope de nature, elle passe sa scolarité à l'écart des autres élèves. À l'écouter, c'est tout simplement parce qu'elle n'estime pas avoir besoin de nouer quelconque relation. On est en cours pour étudier, un point c'est tout. Mais on en saura un peu plus grâce à un étrange démon poulet sans tête nommé Kokepi, qui a pour destin de se faire transformer en KFC sous peu. Et ça, c'est une chose que Asa valide totalement, car cette dernière déteste par-dessus tout les démons, et aussi bien ceux qui jouent les Devil Hunters comme Chainsaw Man. Selon elle, ce n'est qu'une représentation supplémentaire du fait que ce monde n'a presque plus aucun sens. Donc vous vous en doutez, lorsque la classe se liguera pour empêcher l'exécution de Kokepi, Asa ne le prendra pas très bien. Mais malgré tout, le poulet miraculé viendra quand même lui tendre la main. Enfin, vous m'avez compris. Ce geste de bonté changera tout. Si Asa semble aussi fermé aux autres, c'est uniquement par envie, envers ces derniers et leur bonheur apparent. Donc pendant que la classe apprenait à cerner la valeur de la vie, elle comprendra le sens de la sienne, sur comment être acceptée. Et ironiquement, c'est un des démons qu'elle haïssait tant qui lui aura créé ce pont qui lui permettra de désormais vivre heureuse. Ah bah non, la malédiction de Kobeni semble avoir été transmise. Mais ça, finalement, ce n'est pas si grave. Même si notre nouvelle héroïne déprime un peu, la déléguée lui apportera quand même son soutien. Puisqu'en vrai, c'est un peu ça la morale de l'histoire, le pardon. Toujours pas. Si Asa était tombée, c'était parce qu'un mystérieux démon justice aurait incité la déléguée à le faire car cette dernière en était jalouse. Car oui, même si notre protagoniste se sentait plus bas que terre, apparemment il existait toujours quelqu'un pour l'envier. La morale, c'est quoi du coup ? C'est qu'il y a toujours pire. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure chose à savoir vu que c'est un peu la fin. Car oui, rappelons-le que mourir dès le premier chapitre, c'est étrangement la marque de fabrique de l'auteur. Donc comme pour ses prédécesseurs, cette mort bien que physique marque le réel départ pour cette partie, avec une entrée en scène de celle qui aurait été mise au même rang que la terrible Makima, je parle du démon guerre. Et que dire, c'est une sacrée introduction. Lors de sa sortie, ce chapitre aura mis tout le monde d'accord. Fujimoto nous aura sorti sa planche signature et aura su marquer les lecteurs. Donc comment avec un aussi bon départ, la partie 2 divise aujourd'hui? Eh bien pour mieux comprendre, il va falloir continuer d'avancer et suivre l'évolution d'Asa Mitaka. Parce que c'est bien connu, les problèmes surtout dans Chainsaw Man, c'est toujours à cause des femmes. On découvrira directement après les nouvelles bases de notre histoire, au travers des deux nouveaux alter ego. L'une veut simplement reprendre sa petite vie comme elle l'entend, pendant que l'autre n'a qu'un seul objectif en tête. Prendre sa revanche sur le Chainsaw Man qui par le passé l'aura vaincu elle et sa fratrie, et surtout dévorer son corps. Ce qui d'ailleurs explique aussi l'univers un peu différent du nôtre. Ici, la guerre n'existe plus. Sa seule trace reste dans la pop culture. Donc au moins ça explique pourquoi un démon aussi puissant se retrouve à devoir partager une moitié de cerveau avec une lycéenne. Le reste à venir sera le développement de la future collaboration des deux parties. Yoru, c'est le nom du démon guerre, rendra le corps d'Asa lorsque cette dernière aura vaincu le démon tronçonneuse. Sauf que pour ça, elles vont devoir tout faire pour devenir assez puissantes afin d'avoir une chance contre leur cible. Et c'est justement ça qui rendra la dynamique Asa-Yoru exceptionnelle, vu que pour se renforcer, le démon guerre se doit d'acquérir des armes faites à partir de ce qui appartient à son hôte. Plus la culpabilité qu'en tire son propriétaire en la transformant est importante, meilleure sera la puissance de l'arme. Et donc ça c'est une aubaine vu qu'à ça, de la culpabilité elle en a plein. Mais des relations, c'est une autre histoire.
ce qui donne un axe clair dans l'évolution du personnage. Au fur et à mesure que Yoru devient puissante, meilleure sera la prise de maturité d'Asa, ce qui au passage donnera des interactions assez drôles, vu qu'à chaque fois Yoru joue un peu le rôle de la conscience d'Asa. Et si un démon en arrive à te donner des conseils en relationnel, c'est qu'il y a de sacrées questions à se poser. Le début de l'arc sera donc plus de la tranche de vie saupoudrée d'attaques de démons. Et vu que le casting est plus restreint, l'histoire prendra plus le temps d'ancrer notre duo et les enjeux de leur collaboration. Surtout que les autres personnages à introduire, on les connaît assez bien, avec Yoshida qui est le mystérieux Devil Hunter qui aura donné un match à la plus puissante de la profession, qui étrangement aura rejoint le même lycée. Mais évidemment, ce n'est pas le personnage dont on a le plus envie de revoir. Il est donc grand temps de revenir sur notre précédent héros, qui justement remplira son fameux rôle dès sa première apparition. L'ombre de son identité secrète planait sur l'œuvre depuis le premier chapitre, et viendra donc se mêler enfin à l'histoire d'Asa. Et la première chose que l'on remarque et qui sera un peu traitée pour le reste du manga, c'est cette dimension très super-héroïque de cette partie. On a là un Chainsaw Man qui semble en pleine action face à un énième vilain qui d'ailleurs nous offre une belle petite référence au Spider-Man de Sam Raimi, avec un dilemme où il faut choisir entre sauver un jeune étudiant plein de vie ou un véhicule rempli de personnes âgées. En temps normal, le héros chercherait à sauver les deux parties, mais là il faut pas oublier que le nôtre est assez particulier. Il préfère bien évidemment sauver le chat qui se trouvait derrière. En quelques pages, on a pu retrouver du Denji tout craché, qui semble très bien vivre sa nouvelle notoriété en tant que héros de la ville au centre de tous les débats, et surtout adoré par les filles. Oui, il n'a pas tant changé que ça. Enfin presque, car sa récente activité de justicier lui aura posé une nouvelle problématique, qui d'ailleurs aura été bien amorcée dans la partie 1. Ici, tout le monde n'en a encore que pour la tronçonneuse, mais pas pour l'humain derrière. Donc le plan pour Denji sera de faire comprendre au monde que lui et son alter ego ne font qu'un, afin de pouvoir hériter de toute l'attention. Et oui, les histoires d'identité secrète, c'est vraiment pas son problème. Il prendra donc l'habitude de laisser des indices sur chaque lieu où il aura livré bataille, sauf que malheureusement pour lui, son plan aura été saboté par Yoshida, qui aujourd'hui incarne une organisation inconnue qui semble vouloir garder le contrôle sur Denji, énonçant au passage le nouveau développement à venir, la notion de double vie de notre protagoniste et ses réels désirs. On en a parlé lors de la vidéo dédiée sur ce dernier. Souffrir et ne jamais réellement se satisfaire de ce que l'on a, c'est un peu le commun de l'humain moyen. Et ça, Denji n'en veut pas trop. Aujourd'hui, il illustre totalement ce fameux cercle vicieux du plus on en aura, plus il sera dur d'accepter d'en avoir moins. Le restituant d'ailleurs de la manière la plus poétique lorsqu'il racontera que lorsqu'il était encore criblé de dettes, il lui arrivait de voler des rouleaux de papier toilette pour les manger. Sauf qu'après avoir goûté à tant de bonnes choses, c'est désormais impossible pour ce dernier de refaire comme auparavant. Et ce dernier aura testé non seulement cette normalité tant rêvée, mais aussi la vie de super-héros adulé de tous. Donc c'est tout naturel qu'aujourd'hui il refusera de se plier aux exigences du gouvernement en lui imposant de renoncer à sa vie de justicier. Mais en attendant qu'il se décide, ironiquement, ce n'est pas son identité du Chainsaw Man qui le réunira avec notre second protagoniste. C'est bien en tant que Denji, la chaise des filles du lycée qui arnaque les clochards, qu'il croisera enfin la route d'Asa. Je vous promets, s'il fait tout ça, c'est pour une bonne cause. La structure narrative du début de cette partie 2 est clairement un parallèle avec la première. On a l'exposition du triste quotidien du protagoniste, suivi de la mort prématurée précédée d'une réalisation sur son existence, qui s'achèvera avec le pacte avec un puissant démon qui signera le début de nos péripéties. Malgré toutes ces similarités, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qui les oppose. Quand l'un des protagonistes fera tout ce qu'il faut pour accéder en retour à ses objectifs, l'autre évitera plutôt de faire tout ce qui pourrait l'en éloigner. En gros, il y en a un qui se contente de tout et une autre qui aime rien. Donc comme attendu de leur première rencontre, on a le droit au pinacle de ce que ces deux inadaptés sociaux sont capables de nous offrir. Et c'est justement ce qui va les rendre aussi intéressants, car chacun reste fidèle à lui-même. Comme on pouvait s'y attendre, Denji accepte un rencard sans la moindre forme de fierté avec celle qui a déclaré détester sa véritable identité. Alors que de son côté, Asa, qui fait ça dans le but de le changer en arme, nous révèle sa fierté excessive très éloignée de la réalité. Non, vraiment, avec un melon comme ça, elle se place pas loin de Vegeta ou Escanor, faisant d'ailleurs qu'elle sera incapable d'accomplir sa tâche. Pour une fois, Denji sera bien insensible à son charme, ou plutôt documentaire sur les anémones. Mais d'un côté, c'est ce qui nous permettra de continuer à mieux connaître notre nouvelle protagoniste et surtout témoigner de l'évolution de Denji. Aujourd'hui, ce genre de banalité ne le surprend plus, de par ses précédentes expériences, et cela que ce soit en termes de rendez-vous que de gestion de crise, ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié l'arc de l'aquarium. Bref, pour moi, une très bonne dynamique naissante à ce moment-là de l'histoire. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même un peu avancer. Et donc, que fait Fujimoto lorsqu'il faut relancer l'intrigue? Exactement, il faut ramener une femme. Blague misogyne à part, l'auteur semble avoir une manière bien particulière de traiter ses nombreux personnages féminins, car ce sont la plupart du temps les principaux
principaux vecteurs de narration de Chainsaw Man, et dans Fire Punch aussi. Chacune d'entre elles ont un caractère unique et assez de traits pour qu'on ne les résume pas à un physique. Que ce soit avec la malchance de Kobeni, les machinations de Makima ou encore Power qui est raciste. Donc il fallait s'y attendre, la partie 2 n'y fera pas exception. On a déjà l'exemple d'Asa qui est à sa manière un personnage tout aussi intéressant que Denji. Mais ça manque d'un petit côté malveillant. On a besoin d'une ombre inquiétante qui plane sur nos héros. Vous savez, ce sentiment qu'on a tous ressenti avant de connaître les réelles intentions de Makima. La période où on se demandait si c'était une alliée ou une ennemie. Ici, Yoru ne peut pas vraiment tenir ce rôle, de par sa relation avec son hôte. Et Yoshida semble bien trop en retrait pour tenir un rôle aussi important. Donc c'est le moment d'introduire le personnage de Kiga, ou Fami en VF. Discrètement introduite, elle est présumée comme la raison de toutes les attaques de démons auxquelles Asa et Yoru ont fait face. Le démon justice, éternité ou chute, elle aura beau se présenter comme une alliée, elle n'hésitera pas à mettre en danger le plus grand nombre dans un but qui est à l'heure inconnu. En tout cas à l'heure où j'écris cette vidéo. Mais je pense que la clé pour cerner ce que compte en faire l'auteur réside dans le fait de se plonger au cœur de sa véritable nature. Lors de la partie 1, Makima, le démon de la domination, avait un but bien défini, celui de s'emparer du cœur du héros des enfers et de s'en servir pour se débarrasser des pires maux de ce monde, à savoir selon elle la famine, la guerre et la mort. Ironiquement, les mots auxquels elle faisait allusion n'étaient autres que ses propres sœurs, celles qui aux côtés des démons armes auront affronté le Chainsaw Man. À l'époque, on pouvait interpréter cela comme un simple instinct du démon domination, qui se serait fixé ce but en restant tout simplement fidèle à sa véritable nature. Sauf que peut-être que cette envie de s'opposer à sa propre fratrie, les pires démons de l'enfer, n'était-elle pas plutôt dans le but de sauver l'humanité d'une bien plus sombre destinée? Bien sûr, la réponse est clairement non. Makima ne faisait que chercher quelqu'un d'assez puissant pour qu'elle puisse faire la chose qu'elle n'a jamais pu faire. Nouer une relation d'égal à égal avec quelqu'un. En d'autres termes, trouver le bonheur qui se trouve contre sa propre nature. Et cette notion, on voit qu'elle est un peu partagée par ses sœurs. Yoru, le démon guerre, tire sa véritable force de ceux qui l'aiment en retour, de ses relations amicales ou amoureuses. Ce qui est tout aussi ironique, surtout quand on se rend compte que ce qui l'enrage le plus, c'est que les gens l'ont oublié. Mais celle où on sent cette profonde similarité avec Makima, c'est le personnage de Kiga, qui, je pense que vous l'avez compris, est le démon famine. Elle qui pourtant trouve toute sa puissance en pouvant prendre le contrôle de n'importe quelle personne affamée, proclame vouloir se battre pour empêcher le monde de connaître la faim, d'empêcher les pizzerias et les buffets à volonté de disparaître. Donc là où on en est, la position de Kiga tend plus vers la Makima qui aurait un peu mieux tourné. Ses méthodes diffèrent, mais sur le papier, elle est un meilleur moindre mal que ce qu'aura été Feu sa sœur. Mais justement, en parlant de sœur, je pense qu'on a oublié d'en parler d'une très importante, qui est malgré elle la source de ma profonde tristesse énoncée au début de la vidéo, Nayuta. Sauf que la relation fraternelle dont j'ai envie de parler sera celle qu'elle aura nouée avec Denji. Elle est le personnage qui symbolise l'évolution de notre protagoniste. Malgré tous les traits encore désespérants de ce dernier, elle est la marque de sa prise de maturité, vu que s'il continue ses activités dégradantes, c'est dans l'espoir de pouvoir fournir une vie décente à Nayuta, qui pour le moment semble mieux évoluer que Makima. Donc moralité, un ex-clochard fera un meilleur travail que le gouvernement pour éviter de transformer une petite fille en démon génocidaire. Bien que niveau comportement, on a l'impression d'avoir le mélange entre Makima et Power. Elle incarne pour Denji son nouveau moyen d'avancer dans la vie, mais aussi un moyen de pression sur ce dernier, car servant d'otage pour essayer de l'empêcher d'accomplir ses rêves, alors que c'est justement pour éviter ce genre de choses que les identités secrètes ça existe. Mais pourtant, de ce postulat cliché tiré tout droit d'un comics, Fujimoto aura su nous surprendre en révélant une part bien plus sombre de Denji. Il faut se dire que plus l'histoire avance, plus le chaos prendra place dans l'univers de Chainsaw Man. Entre l'église de fanatiques qui se bat contre les détracteurs du héros des enfers, ou l'arrivée imminente de la quatrième et dernière sœur de l'Apocalypse. Mais au milieu de tout ça, il y en a un qui semble pourtant continuer de chercher une forme de paix dans sa vie, vu qu'actuellement Denji semble pouvoir se résigner à faire le choix d'accepter sa paisible vie aux côtés de Nayuta, de continuer le lycée sans avoir à affronter quelconque démon, et vivre la vie de tout garçon de son âge. Sauf que son cœur, qu'il soit métaphorique ou physique, ne semble pas lui permettre, vu que malheureusement il ne pourra jamais être considéré comme un être normal. Et ce qui viendra appuyer tout ça, c'est lorsqu'il déclare à Pochita qu'ils ont réalisé le doux rêve qu'ils avaient au début. Et à ça, la seule réponse de son compagnon de toujours est « c'est quoi le rêve d'après ?»
car oui, quelque part l'histoire ne pourra jamais s'arrêter ici. Et aux yeux de Denji, la réponse semble toute naturelle. Il veut être Chainsaw Man. C'est la première chose qui vient à l'esprit de notre protagoniste en train de perdre à nouveau son quotidien. Devant son propre foyer en flammes, il sourit de pouvoir se transformer de nouveau, d'être de nouveau lui-même. C'est là que le tournant de cette partie se dessine devant nous. Ce qu'on va chercher à définir désormais, c'est la véritable identité du Chainsaw Man. Le héros des enfers qui est à l'origine Pochita occupe tout le long du manga plus la place d'une idée qu'un réel personnage. La preuve, sa force est modulée uniquement par la crainte qu'il inspire dans l'imaginaire collectif. Et quand on voit au début de la partie l'image erronée et divergente que les gens ont de lui, la question devrait être: est-ce que le Chainsaw Man existe vraiment? Et si oui, qui est donc le véritable? Est-ce celui de l'église de Chainsaw Man, la version noire sans yeux que craignent les démons et la sécurité publique, celui représenté à la télé, ou l'alter ego de Denji? À ce stade, il occupe plus une place de créature mythologique qu'autre chose. La preuve, une secte a été créée autour de lui. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler ce que Fujimoto aura entrepris avec son précédent manga, que je conseille totalement et qui va être à l'image de ce qui va suivre dans Chainsaw Man. Parce que oui, désormais, on rentre dans la partie la plus glauque du manga qu'on va se contenter de survoler. Vu que ce qu'il se passe au moment de cette vidéo est déjà excellent, mais mérite d'être traité lorsque l'auteur aura pu clôturer son arc. Vu que ce dernier voit un peu ses histoires comme des films coréens, le sens de tout ce qu'il dispose dans son récit n'aura de sens que lors de son final. Même si, selon moi, l'indice le plus important qu'on a, c'est le fait que quelle que soit l'itération de la tronçonneuse, chacun ne fait que reproduire les désirs d'une seule et même personne. Seule l'interprétation qu'on en fait sera différente. Donc bien qu'à la fois très dérangeant et exceptionnel, je ne pourrais fournir une analyse pertinente de ce que Fujimoto aura entrepris dans cette scène de baiser avec Asa ou encore le sort de Nayuta. Surtout que je ne m'en suis pas encore remis. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, celui qui est le plus proche d'être le véritable Chainsaw Man est bien de retour. Et le carnage ne semble pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, pour le moment on s'en tiendra à ça et ce sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo complémentaire. En tout cas si ça vous intéresse. Non, ici le but c'est de discuter de ce qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Je pense que l'être humain moyen fonctionne beaucoup à la nostalgie, mais paradoxalement il a besoin de renouveau. Tout ce qui ne tiendra pas cet équilibre pourra faire l'objet de critiques lorsqu'elle touche à un large public. Donc quand on s'attarde sur l'auteur qui est Fujimoto, on peut voir avec ses divers one-shots qu'il n'a aucun souci à naviguer entre les deux extrêmes. Il n'a aucun problème à changer de protagoniste et de ton selon ses envies, même si paradoxalement il y a toujours un aspect qui demeure. Ce sont ces thèmes comme la normalité, les rêves, la religion et j'en passe. Des sujets qui semblent l'inspirer et qui nous aura offert pas mal de scènes assez particulières. Sauf que pour les lecteurs moyens du Jump, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ici on veut du rythme, du combat et des dernières pages de chapitres qui vont nous donner de quoi faire des reviews jusqu'au prochain chapitre. Et j'arrête tout de suite les élitistes, parce que vouloir ça c'est une bonne chose. Le système de consommation a lentement évolué vers cette forme, et c'est en général ce qui plaît au plus grand nombre, décuplant ainsi la pérennité de ses licences. Sans ça, les mangas n'auraient jamais été aussi populaires. Mais c'est aussi quelque chose qui piège les auteurs, faisant que beaucoup de ce qui sort se ressemble pour mieux coller à ces nouveaux standards. Et bien que Fujimoto soit sorti du magazine pour pouvoir poster ses chapitres comme il l'entend sans les restrictions qui va avec, eh bien pour le lectorat moyen ça ne change rien. Voir un chapitre entier dans une scène de climax qui parle seulement de massage pour attendre 2 semaines pour avoir la suite, c'est quand même frustrant. Par contre venir dire à cause de ça que c'est devenu nul, là c'est carrément de la mauvaise foi, vu que la partie 1 était tout aussi décousue. Mais la seule différence c'est que beaucoup l'ont découverte après la fin de sa publication, donc n'ont pas ressenti de longueur dans l'histoire. Et personnellement, j'appelle ça le paradoxe One Piece. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la parution de chaque nouvel arc de la licence, une partie bruyante viendra se plaindre que le précédent était beaucoup mieux, car il l'avait découvert sans la moindre interruption. Sauf que bien plus tard, lorsque de nouveaux arrivants commenceront à suivre la parution de l'arc d'après, ils feront exactement la même chose. C'est un cercle infernal dans lequel beaucoup peuvent sombrer, parce qu'aujourd'hui on est des spectateurs impatients. Pour la peine, je vous mets un petit gameplay GTA histoire que vous puissiez tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis d'ailleurs, selon moi, One Piece n'a jamais été aussi bien que depuis l'arc Egghead. Mais là on digresse, car en vrai il y a d'autres réels problèmes liés à la parution. Fujimoto souffre du même problème que les autres de ses collègues, le fait de ne plus pouvoir tenir le rythme en termes de dessin. Les traits sont devenus plus grossiers, la manière de détailler les visages semble un peu étrange et certaines scènes d'action manquent de fluidité. Alors que dans la partie 1, son style fonctionnait pourtant très bien. Et même au début de la partie 2, on a quand même eu de sacrées planches. Et Denji n'avait jamais été
été aussi beau. Tout cela peut s'expliquer en partie de par la lassitude de l'auteur, même s'il conserve certains de ses points forts, comme la composition de ses planches ou sa passion pour l'architecture. Mais on va pas se mentir, c'est pas le haut niveau auquel il nous a habitués. Et un élément qui a pu jouer, c'est qu'il n'a plus autant d'assistants de talent comme auparavant, vu que Spy X Family, Hell's Paradise ou le plus récent Dan Da Dan, ce sont 3 excellents mangas que je recommande qui sont produits par les anciens membres de l'équipe Fujimoto. Et ce qui frappe en premier dans leur travail, c'est leur excellent dessin. Donc maintenant qu'ils ne contribuent plus au travail de l'auteur, il fallait un peu s'y attendre. Et ça, c'est un défaut que l'on ne pourra malheureusement pas changer. Après, il faut relativiser, ce n'est pas comme si l'histoire était devenue illisible. Et justement, maintenant qu'on a discuté sur la forme, on va parler un peu du fond. On a parlé de tout l'intérêt que je porte au développement d'Asa et Denji, 2 protagonistes auxquels beaucoup de personnes peuvent s'identifier, parce qu'on est un peu tous des gros losers. Et selon moi, l'introduction d'Asa et la dynamique entre ces deux est assez réussie. Le côté tranche de vie peut certes créer des longueurs. Par exemple, je ne suis pas forcément fan du rythme de la partie avec le faux démon Justice, mais sans ça, l'introduction de Kiga ou la première confrontation avec le Chainsaw Man n'aurait pas été aussi intéressant. Surtout que c'est aussi la fin qui nous introduit l'imposteur. Des passages qui sont assez symptomatiques de l'état de la partie 2. Beaucoup d'éléments ont été introduits, et donc pour le moment on a plus de questions que de réponses. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je n'ai pas trop parlé de l'église de Chainsaw Man, vu que toutes ces histoires sont encore très floues, sans compter toutes les promesses qui nous ont été faites, comme le retour du démon sang ou l'arrivée du démon mort. Avec près de 80 chapitres, on n'a pas tant que ça l'impression d'avoir avancé. Bah tiens, parlons-en de ce genre de planche. Actuellement, Denji, pour certaines personnes, ne semble pas avoir tant que ça évolué, ayant même limite régressé depuis la disparition de Nayuta. Sauf que là, personnellement, je trouve ça plutôt inexact. Oui, il lui reste encore beaucoup de chemin à faire, mais le reléguer au rang de simple obsédé, ce serait manquer de clarté sur le personnage. Vu que depuis le début de la partie 2, Denji est quasiment livré à lui-même. Lui qui a toujours été dirigé par un maître cherche encore sa voie, et c'est pour ça qu'en général, il finit souvent par se laisser guider par ses instincts primaires. Sauf que la différence avec la partie 1, c'est que tout ça, ce n'est plus pour montrer à quel point il est manipulable, mais plutôt comment ces derniers l'empêchent encore de pouvoir s'émanciper de son ancienne vie. L'épisode du Sopland ou même l'horrible Fumiko l'auront très bien illustré. Et oui, malheureusement, c'est un humour très japonais, mais qui dérangeait déjà dès la partie 1. Sauf que tous ces moments-là, c'est un aspect qui aura été moteur dans le développement de Denji, donc c'est un peu normal qu'on en ait encore. Surtout que désormais, vu que Pochita est de nouveau aux manettes, on risque d'accéder très bientôt à des scènes assez particulières, mais aussi qui feront office de nouvelle étape dans le traitement de ce sujet. Et ce sera d'ailleurs ma transition pour parler de à quoi on peut s'attendre pour la suite, car c'est justement cette incertitude sur les événements à venir qui est un peu le point fort et le plus grand fardeau de ce gigantesque puzzle qui est la partie 2. Ce qui fait qu'actuellement la seule solution, elle ne plaira pas au plus grand monde, car il faudra juste être patient. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager vos avis et surtout vos attentes pour la suite, car j'en ai la certitude, la suite risque de ne pas nous décevoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, un commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner. En attendant d'ici la prochaine, n'hésitez pas à passer sur Twitch, je stream le lundi, mercredi et vendredi à partir de 21h. Et si vous l'avez pas vu, je vous renvoie totalement vers ma vidéo sur Denji. Et comme d'habitude, j'ai toujours pas d'idée d'outro. Ça manquait de Chainsaw Man.